Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, cette semaine, on va s'intéresser à un des plus grands phénomènes de l'histoire du jeu vidéo. Je vais parler, des Sims. Figurez-vous, les Sims, ces petits êtres qui, depuis 25 ans, hantent les PC et désormais les consoles. Et pour en parler, avec nous, le retour de l'ami Mohamed. Comment ça va, Momo ? Salut. Bon, alors, qui aurait pu prédire que moi... tu serais là pour parler des Sims? Oui. Eh ben, pas moi. Bonjour Mélinda et bonjour Conquer, évidemment. Je suis content d'être là. On va parler d'une licence cool que j'ai découvert à la base avec le deuxième opus sur PSP. C'était même pas sur PC à l'époque, pour te dire à quel point je suis bizarre. Mais c'est cool, voilà, je suis content d'être là. Voilà, et avec cet invité improbable sur les Sims, eh bien, nous accueillons Conquerax. Ça me fait bien plaisir de t'avoir dans cette merci émission. Beaucoup. Merci de m'accueillir, en tout cas, ça fait très plaisir. Et les Sims, c'est une licence que je connais bien. J'y ai même consacré toute une vidéo sur le sujet, son histoire. Et j'ai connu vraiment le premier opus sur PC à l'époque. Donc j'ai traversé un petit peu les générations de Sims, et son histoire. Donc voilà les vrais qui jouaient sur PC. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui jouaient sur... Moi, je jouais partout. J'ai fait PC, PSP, PlayStation, tout. Eh ben bravo. Eh ben voilà, vous voyez, on va être bien pour parler des Sims. Ouais. Mais bon, c'est notre gros dossier de la semaine. Mais avant ça, on a une petite actu à chaud. Alors, messieurs, avant d'attaquer le gros morceau, je voudrais qu'on parle d'une petite annonce qui a popé comme ça il y a quelques jours. L'ESA, donc l'Entertainment Software Association, alors ça dit sans doute quelque chose à beaucoup d'entre vous, c'est l'association qui s'occupait jadis d'organiser le salon E3 de Los Angeles, le grand salon du jeu vidéo. RIP, le E3, qui a été officiellement enterré l'année dernière après une traversée du désert durant le Covid où l'événement n'a fait que d'être annulé. Fini d'être enterré par l'ami Geoff Keighley aussi et son Summer Game Fest. Et donc, nous avons appris que l'ESA nous inventait, à compter de l'année prochaine, l'ICON. Alors, on va pas se mentir, c'est pas le nom le mieux trouvé. L'Interactive Innovation Conference, Momo. Est-ce le nouvel E3, Momo ? Alors, raconte-nous ce que ça va être déjà. Ça me perturbe un petit peu parce que t'as tes arguments en plus. Et c'est vrai que faut quand même le préciser encore une fois. Mélinda nous dit depuis un moment ils étaient pas morts et qu'ils allaient revenir. L'ESA qui effectivement était dans une espèce de situation étrange de on annule pas. Par contre, je rappelle, on a tous oublié, mais il y a eu un E3 2021 en full digital. En full digital. Et ça a pas. On a oublié. Donc l'Icon, c'est vrai que le nom est pas fou, c'est apparemment un rassemblement en fait de différents acteurs de l'entertainment, du divertissement aux États-Unis. Ça se passera non pas à Los Angeles mais à Las Vegas, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est au Fontainebleau Resort qui est le dernier hôtel hyper fancy, gigantesque de Las Vegas. L'E3 à la base, c'était pas à Vegas au tout début ? Alors, il y a eu tout au début, l'E3 a beaucoup vadrouillé. Il y a eu, il me semble, une année ou deux tout au début. Il y a eu Santa Monica. Ça a beaucoup baladé avant de poser ses valises au Convention Center de Los Angeles. Mais voilà, là, il commence de trucs, quoi. Petitement. Donc, il commence petitement, mais avec déjà un joli plateau annoncé. Alors, on rappelle, ce sera du 27 au 30 avril 2026, donc dans plus d'un an. Nintendo, Microsoft, PlayStation, Disney, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix, Take-Two. Ça, c'est déjà annoncé. C'est-à-dire un plateau qu'on n'a pas vu à l'E3. Depuis Mathusalem, parce que sur la fin, effectivement... Il y a même au Summer Game Fest, de toute façon, on n'avait pas Nintendo. Il n'y a jamais eu tout le monde. Il n'y a jamais tout le monde. C'est clair. Et en même temps aussi, parce que même sur la fin de l'E3, PlayStation avait commencé à dire, écoutez les gars, vous êtes mignons, mais nous, on n'y va plus. Microsoft s'était mis à l'écart. Microsoft s'était mis à l'écart aussi de leur côté, mais un peu avant aussi par rapport au Microsoft Theater. Electronic Arts avait les Playdays, les EA Play qui étaient à côté et tout. Sauf que là, effectivement, on a pas mal d'acteurs majeurs qui sont là. Et l'autre truc aussi qui m'interpelle par rapport à cet événement, c'est que c'est pas que j'y vais. C'est ça le truc. Mais c'est surtout professionnel, c'est vraiment un événement professionnel à fond, dans le sens où on pense tout de suite, parce qu'on le compare un peu au Summer Game Fest, etc., mais ça va pas être du tout la même rengaine. Je crois qu'il va pas y avoir d'annonce au public, il va pas y avoir de trailers normalement qui seront balancés, en tout cas c'est ce qui est dit. C'est vraiment une rencontre interprofessionnelle, j'ai l'impression, entre les acteurs, c'est extrêmement business, et on dit qu'il y a des négociations qui vont pouvoir se gérer vraiment en interne, qu'on va avoir peut-être des choses qui vont en sortir derrière, peut-être des nouveaux jeux, on sait pas. C'est ça. La promesse qui est faite, c'est en gros tout ce qui va être innovant et le futur du divertissement
jeux vidéo, musique, cinéma. Voilà, il y a Disney quand même qui est là, mais on sait que Disney, ils ont vachement de velléité en technologie parce que, souvenez-vous, on a vu ces derniers mois, ils nous ont montré un espèce de tapis roulant qui permettait de jouer à moitié en réalité virtuelle. Ça a l'air très bien ça. Tu glisses un petit peu sur le tapis comme ça, j'ai vu. C'est intéressant et donc ça va être vraiment... En effet, business, grosse différence avec le Summer Game Fest. Et c'est là où je voulais attirer Momo dans mon traquenard. Ce n'est pas aller frontalement au mois de juin. C'est-à-dire que la place laissée vacante par le 3 au mois de juin est aujourd'hui complètement occupée par le Summer Game Fest de Geoff Keighley. Alors, Geoff Keighley, on rappelle pour ceux qui ont oublié qui c'était sur la planète jeux vidéo. C'est aujourd'hui l'homme par qui tout passe. Le Summer Game Fest, l'Opening Night Live de la Gamescom et évidemment les Game Awards. Il est devenu incontournable. L'ESA ne va pas frontalement Momo face à eux. Alors ma question pour vous deux, messieurs, est-ce que ce n'est pas une stratégie ? Puisqu'on l'a dit, c'est un événement extrêmement business, j'ai envie de dire entre grands. On laisse à Geoff les trailers, sa conférence qui dure 2h30, les gens devant leur écran à pas d'heure pour suivre des trailers. Est-ce qu'il n'y a pas deux mondes du jeu vidéo qui sont en train de se dessiner ? Moi, je pense que finalement, le but, c'est de se compléter un petit peu quelque part, parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, aujourd'hui, la plupart des événements se font en digital. Voilà, on l'a vu, Nintendo n'a plus vraiment d'intérêt derrière, par exemple, à proposer, à payer pour avoir des scènes à je ne sais combien de milliers, voire de millions de dollars, et montrer leur jeu comme ça. Ils ont vu que ça suffisait largement de faire des Nintendo Direct. Pareil pour PlayStation avec les State of Play. D'ailleurs, il y en a un qui est prévu là, je crois aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo. Mais je pense qu'il y a vraiment deux choses à différencier. Et le problème, c'est que le Summer Game Fest est vraiment entré dans les mœurs, j'ai l'impression, parce que ça fait des records aujourd'hui d'audience. Ça se fait doser quand même par les conférences, la conférence Xbox ou la conférence Ubisoft, en fait. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, en fait, en nombre et c'est pour ça d'ailleurs que petite feinte, Geoff, on t'a vu. C'est pour ça que maintenant ils diffusent aussi toutes les autres conférences qui ne sont pas pourtant, qui ne se mettent pas sous pavillon Summer Game Fest. Exactement. Xbox et Ubi, en fait, qui sont des conférences assez suivies, sont malgré elles sur le compte de Geoff Keighley. C'est comme au tout début, en fait, quand c'était en 2020, quand c'était annoncé, à la base, Summer Game Fest, ce truc durait 3 mois. C'est-à-dire que Geoff est arrivé et a dit OK, tout ce qu'il y a pendant l'été, c'est à nous. Enfin, c'est dans le pavillon Summer Game Fest. Là, maintenant, tout le monde s'est remis sur le mois de juin. Mais oui, c'est pas déconnant par rapport à sa strat. Après, tu me prends vraiment de court, là, pour le coup. Non, alors, je vais vous expliquer. Stratégiquement, en fait, oui, effectivement, ça se complète. Moi, maintenant, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un petit traquenard à la Game of Thrones qui est en train de se passer. Mais bien sûr. On commence à dire non, mais t'inquiète, c'est un peu avant. Et puis ensuite, tu commences à te décaler. Merci Momo, tu vas venir à mes idées. Surtout qu'en plus, Geoff, même si c'est une personnalité qui est hyper populaire, effectivement, et que ses événements sont très suivis, il a quand même galéré Lui à n'est avoir pas tout le monde. populaire. Ces événements le sont. Ces événements le sont, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres acteurs, il a pu être bankable, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même un peu galéré à avoir tout le monde. Là, l'ESA, en l'espace d'un event, a rassemblé les plus gros acteurs sous 4 jours. Parce qu'il y a la confiance. Il y a la confiance du nom ESA. C'est pour ça aussi. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Ce sont aussi les mêmes qui ont été les premiers à lâcher l'ESA et à lâcher le 3. Et là où je veux vous emmener gentiment, c'est que là, ils font un événement fin avril, donc très très loin. C'est-à-dire qu'ils sont ni face à la GDC, la conférence des développeurs de la fin mars, ni face au Summer Game Fest au mois de juin. Ils vont arriver avec des annonces, parce que c'est ça, quand on a tous les gros comme ça, vous croyez que le futur du jeu vidéo, c'est-à-dire les consoles, les nouvelles technos, elles vont être annoncées quand ? C'est quand le bon moment, en général, où sont annoncées les consoles ? Techniquement, en fait... C'est sur avril-mai, on les tease, et au mois de juin, on arrive avec les jeux. Les consumers seront au mois de juin. Les gens devant leur télé, ils seront, ou devant leur écran, ils seront au mois de juin. En gros, je dirais pas, on laisse... les enfants, on confie les enfants à Geoff, et entre adultes, on va décider de ce qui arrive et ce qui sera bon. Pour moi, c'est la stratégie pour progressivement glisser. Après avril, qu'est-ce qui vient ? Le mois de mai. Et puis d'ici 2-3 ans, dis donc, Geoff, salut, on arrive fin mai, début juin, fais attention. Ce qui veut donc dire que sur le plan stratégique, ils commencent à préparer la nouvelle génération. Moi, en fait, et au final, pour la sortie, en 2028 à peu près,
être suffisamment prêts pour se poser en frontal avec Geoff. Ils auront les consoles et Geoff aura les jeux. Mais par contre, c'est vrai que post-GDC, c'est intéressant. J'ai juste une crainte, et j'espère que ça n'arrivera pas, et je suis vraiment pas sûr, c'est que ce soit un truc qui finisse un peu comme la PAX, tu vois, par exemple, qui est une conférence, qui est un événement qui est assez confidentiel, qui est très business quand même, où tu as beaucoup d'interviews, beaucoup d'execs qui sont là, mais qui s'est jamais vraiment ouvert, tu vois. Il y a peu de gens qui suivent la PAX, East et West d'ailleurs. Je pense pas que ça fera pareil, parce qu'on parle quand même de l'ESA, c'est pas la même chose. Mais par contre, c'est vrai que sur le plan stratégique, arriver en soum-soum comme ça, pourquoi pas? Moi, je pense que progressivement, ça va glisser. Je pense que la stratégie est sur le plus long terme et, en fait, vise à la sortie de la prochaine génération, arriver un peu dans les pattes et reprendre reconquérir son terrain. C'est ma théorie. Comment peut réagir Geoff? Geoff, mais Geoff n'a pas réagi. Il verrait le traquenard arriver et c'est peut-être pour ça qu'il a réagi. Il est très comment dire, il est très business, on l'a dit, Geoff. Tout passe par lui aujourd'hui. Je pense qu'il se pense un peu acteur majeur et central vraiment de tout ce qui tourne autour de l'événementiel et du jeu vidéo dans le monde. Alors peut-être c'est un petit coup dans le dos pour lui derrière, pour lui dire voilà, il avait fait un tweet à l'époque carrément avec la tombe de l'E3, enfin la tombe l'E3 marquée dessus en étant un peu comme ça. Et quelque part, de réaliser ça, c'est dire voilà, attention mon coco, tu n'es pas tout seul dans l'histoire, tu n'es plus tout seul. Nous on va faire quelque chose d'un petit peu différent, mais quand même sois sur tes gardes. On a réussi à réunir tous les acteurs derrière, et ça c'est pas rien. Sachant que son événement coûte cher. Et que moi, les échos que j'ai eus, ce qui se murmure, c'est qu'il va y avoir moins de monde, il risque d'y avoir moins de monde cette année. Parce que ça coûte cher un événement, parce que Geoff étant tout seul, c'est comme le 3 à l'époque, il faut payer tout ça. Et la conférence de 2h30 et des 25 millions de pages de pub ne suffisent pas à payer un événement physique, ça coûte cher. C'est clair. Et il l'apprend aussi. Et quand on est seul maître à bord, les gens n'ont pas le choix. Quand il va commencer à y avoir de la concurrence qui a en plus a priori les reins solides. Voilà, c'est d'où le fait que, je ne suis pas la première étonnée du retour de l'école. Mais déjà, tu as une bonne intuition de base. Mais je ne voyais pas Lesa dire ok les gars, mais c'est les armes. On va fumer nos cigares tranquillement en regardant le Summer Game Fest. Peut-être pour un retour de l'E3 plus tard. Qui sait Le 3 2032. Le 3 est mort, ça s'appellera Licon. Mais le nom est nul. Faut peut-être changer le base. Vraiment, c'est juste le nom. Juste après. Messieurs, on va passer à un sujet beaucoup plus fun, qu'on ne verra ni à l'Icon, à mon avis, ni au Summer Game Fest, mais dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'ils inondent d'annonces. Les Sims ont 25 ans. Qui aurait prédit en 2000 C'est fou. Que 25 ans plus tard, on serait encore là à parler d'un jeu qui a l'air extrêmement naïf, mais qui a quand même révolutionné, on va le dire, la façon de... Enfin, un style de jeu. Tout à fait. Mais je me demande, Momo, t'as quel âge? C'est une petite indiscrétion. C'est l'âge que j'ai. C'est vrai. C'est l'âge que j'ai. Donc tu es né vraiment avec le premier. Donc on peut dire il y a des gens qui sont avant ou après les Sims. Il y a un avant et après dans l'âge. Non, c'est clair, c'est vrai que 25. Mais ce qui est c'est que tu connaisses les Sims, alors que justement ça date. Enfin, c'est comme quoi ça a vraiment traversé les générations. Vu qu'il y a eu plusieurs itérations et aussi que je pense que tu vois aujourd'hui une personne qui a peut-être 2 fois mon âge connaît, et moi je connais, et en fait je sais pas, parce que peut-être que les enfants d'aujourd'hui jouent plus à d'autres jeux ils jouent toujours aux Sims. Mais par contre, il y a des plus jeunes qui connaissent les Sims, et effectivement, on est sur un truc. L'aspect simulation de vie, parce que clairement, c'est ça. Alors, j'ai pas un historique du jeu vidéo ultra conséquent, mais je sais pas s'il y a eu d'autres jeux qui ont atteint ce niveau-là auparavant. On pouvait avoir des aspects de jeu stratégiques, etc. Et ça existait beaucoup sur PC à l'époque, mais à ce niveau-là aussi, avec une telle évolution surtout, c'est totalement remarquable. En fait. Est-ce que tu connais l'origine de l'idée? C'est Will Wright qui a créé ça. Et en fait, alors à l'époque, il y avait un jeu NES qu'il avait créé qui s'appelait Red on Burgundy Bay, un truc comme ça. À l'époque, et ce qui kiffait, c'était vraiment en 1992 ou 93. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Will Wright, pour resituer, c'est le papa de SimCity. Voilà, exactement. Le papa de SimCity. SimCity qui s'appelait Micropolis lors de son développement. Donc c'était assez. Et lui, il était très intéressé par l'urbanisme. En fait, il lisait beaucoup de bouquins sur ça. Et il s'est dit un jour, attends, mais moi, ce qui m'intéresse plus, parce que le jeu Red on Burgundy Bay, c'était un jeu d'hélicoptère où tu devais aussi gérer un petit peu tout l'aspect extérieur, tu étais sur une immense carte, etc. Ça a eu un gros succès au Japon notamment. Et il s'est dit, mais attends, moi je préfère, plutôt que l'action, je préfère gérer tout ce qui est derrière, les ressources, etc. Et donc il était très intéressé par ça. Il s'est dit, tiens, et si je réalisais peut-être une simulation de vie. Alors c'est passé par plusieurs aspects, effectivement. On a eu SimCity, où on gérait vraiment une ville, on devenait maire de cette ville, on avait l'argent à dépenser correctement, le bonheur des citoyens, etc. Ça a été un gros carton à l'époque. Et de ça, il a voulu vraiment en tirer la gestion humaine avant tout. Et c'est là que va débarquer, en fait. Alors,
En gros, il va y avoir les Sims, ça va être racheté. Il y a Maxis qui est créé, qui va être racheté par EA. Et après, ils vont produire ensemble les Sims 2. Il y aura beaucoup plus de moyens derrière. Mais voilà, c'est tiré un peu de là. Mais au début, lors du développement, ils se sont dit attends, mais ils sortent les Sims comme ça. Enfin, c'est en cours de développement, en alpha. Et ils se disent mais attends, on n'a rien à faire en fait dans ce jeu. C'est quoi ce délire ? Ils sont pas du tout d'accord. Et puis, ils vont ajouter petit à petit les éléments effectivement de construction poussés, les relations Sims, si je puis dire. Et c'est sur ça que ça va jouer. Et puis voilà. Mais ce qui est très drôle, la légende veut, mais je pense que c'est vrai, c'est que en fait, l'ami Will Wright, donc SimCity, c'est bien, tu fais tes bâtiments, ton éolien et machin. Là, il diminue, il se dit, bon, si on s'intéresse à la vie des gens, donc voilà exactement ce que dit Congrax, mais en fait, il a un événement dans sa vie qui fait que on passe à une étape qui est assez importante dans les Sims. Sa maison brûle. Voilà, sa maison qui brûle. Sa maison crame intégralement. Et lui déteste faire du shopping. En gros, Ikea, c'est pas son délire. Et il se dit, mince, il faut que je rachète tout mon mobilier. Toute ma déco, que je refasse toute ma déco. Et là, il se dit, peut-être que ça peut être intéressant de le mettre dans le jeu. Et il redessine sa maison surtout. Voilà. Je crois qu'il redessine sa maison via ordinateur. Et c'est dit, mais c'est super intéressant ça. En fait, mais attends, on va créer un truc de construction comme ça. C'est vraiment bien. Il s'est pris au jeu de redessiner sa maison entièrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça a une place prépondérante, le fait que les Sims, enfin, il peut y avoir des incendies énormes dans les maisons, etc. C'est un petit peu une référence à ce qui arrive à Will Wright. À sa vraie vie. Les Sims, ça démarre fort. Donc, sorti en 2000, on le dit. 2010, on compte 120 millions de joueurs. Je pense qu'on ne se rend pas compte à l'époque, parce que ça veut dire d'un jeu qui n'est au début que sur PC. Exact. N'oublions pas, alors que les consoles commencent à s'installer tranquillou. Les Sims 2 arrivent. Alors moi, j'avais beaucoup aimé les Sims 2, j'avoue, parce que souvenez-vous quand même, juste pour rappel, votre premier personnage que vous créiez à l'époque était extrêmement basique. En plus, bon, déjà graphiquement, mais surtout, sa personnalité était liée à son signe du zodiaque. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on remplissait des petits points de vie, et en gros, on faisait, il est lion, non, il est sagittaire, non, il va être verseau plutôt. J'avais oublié. Et ça influence. Et en fait, c'était le premier trait de caractère, c'était l'astrologie. En fait, techniquement, c'est un truc qu'ils ont un peu gardé, cet aspect cosmique, un peu machin, même dans le 3. Avec le système de karma. Oui, il y a une ambiance très particulière dans les Sims. On n'arrive pas un petit peu à... Comment dire ? Tu peux recréer autant que tu veux les Sims, on parlera peut-être de la concurrence qui va arriver, etc. Mais je pense qu'il y a une atmosphère, il y a un truc très particulier, une âme. Il y a quelque chose. Le langage, le fait de ne pas donner de langage, le rend finalement mondial. Parce que personne ne comprend rien, même si aujourd'hui il y a des experts du Simlish qui en fait ont une vraie origine. Je pense que sa force, c'était aussi, ça nous ressemblait, on ne comprenait rien de ce que ça racontait, mais c'était pas grave parce que les dialogues, les interactions étaient très imagées, donc compréhensibles par un enfant ou un adulte. Non, par n'importe qui. Tout le monde pouvait y jouer, c'était cette représentation-là, puisqu'il n'y avait pas besoin de dialogue finalement derrière, on comprenait tout de suite. C'était instantané les Sims, c'est une simulation de vie, donc tu sais tout de suite ce qu'il y a à faire, et surtout c'était très intuitif, on le voit au niveau des menus, etc. Finalement, tous les joueurs pouvaient se mettre dessus, quasi tout âge, et c'est ça qui était très intéressant derrière. Mais je pense que c'est ça sa force, on l'a dit, ça a amené beaucoup de joueuses aux jeux vidéo. Alors elles ont commencé par ça et après elles sont parties sur d'autres jeux, mais mine de rien, les Sims, même si ce plateau ne le représente pas beaucoup, pas grave. Il y a énormément de joueuses qui sont venues. Moi j'avais commencé à jouer avant les Sims, mais j'avoue que j'ai passé beaucoup trop d'heures sur les Sims aussi. Les Sims 3, est-ce que c'est la révolution, messieurs ? Avec le côté monde ouvert, beaucoup plus ambitieux. J'avais acheté un PC exprès à l'époque. Qu'ils n'ont jamais retrouvé à ce point-là, je trouve. Oui, c'est ça. Puis le 4 a supprimé de toute façon le côté monde ouvert qu'il y avait dans le 3. Ça a été énormément reproché d'ailleurs. Monde ouvert, plus de voiture. Ça avait la 3D des Sims 2 quand même, qui est arrivé en 2004, qui avait amené la 3D. Les mondes ouverts. Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup ce côté, on pouvait se balader. Tu pouvais voir tes Sims au travail, tu pouvais carrément interagir à l'école aussi, pareil. J'ai d'excellents souvenirs sur les Sims 3. Tu sortais enfin du cocon finalement de ta maison, ton quartier, et là tu avais ce monde ouvert. Alors bon, c'est vrai qu'après c'est ce que je disais, quand tu rajoutais un petit peu tous les DLC, parce que le principe des Sims aussi c'est qu'on a un jeu de base, et puis d'un coup hop tu rajoutes animaux, compagnie, etc., et à la fin tu te retrouves avec il faut un foudre de guerre pour tout faire tourner. Mais c'est vrai que c'est pour beaucoup les Sims 3 restent quand même la vraie première révolution des Sims, qui a été un peu perdue sur les Sims 4, qui a été énormément reprochée derrière au niveau de EA, et voilà, mais il y avait des possibilités qui étaient énormes. Même hors pack en fait, c'est ça qui est fou, et bon, les Sims 4 c'est pas un mauvais jeu, mais c'est surtout
comparé au 3, c'est pas voilà. Mais ils ont retiré des choses. T'avais des trucs dans le 3 qui étaient hors pack additionnel, qui sont dans le 4 mais en pack additionnel. Voilà. Je me dis mais en fait à quel moment on a pu régresser là-dessus, même si je pense qu'évidemment tout est aspect stratégique, microtransactions, etc. Mais c'est vrai que les Sims 3, moi j'avais cette espèce de sentiment de liberté décuplé par 4 par rapport à Sims 2. Totalement. C'est plus de caractère aussi. Plus de caractère, plus de personnalité. Je trouve qu'encore une fois, les Sims 3 c'est le dernier jeu Sims et qui avait cet aspect. Je sais pas comment expliquer, mais cet aspect un peu mystique. Déjà que le système de karma était quand même, on peut reprocher des trucs, était quand même intéressant sur le papier. En gros, à minuit, ça rebootait à 0 en fonction de tes actions, il se passait un truc de fou. T'avais un tremblement de terre, un incendie qui se déclenchait. Ils font rien à tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est plus réaliste, etc. entre guillemets. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ouf. Et puis après, même les extensions, oui. Ils ont ajouté Showtime, Génération et tout. Ouais, ils ont ajouté. En fait, ils ont axé, je trouve, après, enfin le 3 et surtout le 4, sur le caractère. Des Sims, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus détaillé dans la personnalité, dans les interactions. On a commencé à voir le cycle de vie, on pouvait être vraiment de tout bébé à très vieux. Exactement, donc c'était aussi un autre apport. Est-ce que les Sims, justement, en poussant, et les Sims 4 je pense l'expriment encore plus, en poussant l'ultra personnalisation, n'a pas aussi bouleversé un peu les joueurs? On sait qu'il y a beaucoup de joueurs, et tu disais aujourd'hui, il y a des joueurs de 10 ans comme de 50 et plus qui connaissent les Sims parce qu'ils y ont joué. Mais est-ce que c'est justement pas parce qu'on se projette, c'est le seul jeu dans lequel on se projette réellement, et où justement quand on est ado, eh bien, on peut aller encore plus loin et s'inventer vraiment sa vie. Il y a plein de gens qui m'ont fait, moi compris, où tu te plonges dans le jeu. Certains utilisent Motherload, je l'utilise également. Motherload, le code de triche ultime. Il aime toi, tu te fais avec une grosse baraque, etc. Pas dans le 4, mais dans le 3. Mais tu peux réaliser tes rêves. Tu réalises tes rêves. Voilà, construire la maison de tes rêves. C'est la transposition, c'est une catharsis. Voilà. Non, si, totalement. Et c'est. En fait, c'est pas forcément comparable avec Nintendo, mais. On avait déjà dit que les jeux Nintendo, et en particulier aussi certaines consoles, genre la Wii et tout, ça a vraiment été une porte ouverte pour un très très grand public pour entrer dans le jeu vidéo. Je trouve que les Sims, c'est pareil. Franchement, les Sims, c'est la même chose. Je compte pas le nombre de personnes qui sont casual gamers, voire même pas du tout gamers de base, qui ont déjà joué aux Sims. Et je pense que c'est cet aspect transposition où j'essaie de recréer moi, mes potes, etc. J'essaie de recréer des situations. Ça arrive à plein de gens et je pense que ça a contribué au succès du titre. En plus de fait, comme le disait Conker, qu'effectivement on est sur une licence qui effectivement a 25 ans, mais dont techniquement lui n'a pas beaucoup changé. Pour garder cette intuitivité, etc. C'est parce que tu n'avais pas besoin de didacticiel, même si dans le tutoriel finalement, c'est très c'est pas besoin de didacticiel, c'est assez simple. Même si dans le 4, je trouve que bon, ça a peu changé. Je trouve que ça s'est vachement complexifié quand même sur certains éléments. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de paramètres qu'à une certaine époque. Il y a beaucoup plus oui, je suis d'accord. Mais en fait, maintenant, on peut faire plusieurs actions en même temps. Ce qui n'existait pas au début et ce qui rend parfois le truc un peu foutoir. T'imagines, tu peux incarner la faucheuse, quand même, c'est incroyable. Tu peux séduire la faucheuse presque. Est-ce que justement les extensions. Alors aujourd'hui, le jeu est gratuit. On a oublié de le dire, c'est que depuis 2 ans, il est passé en gratuit, ce qui a fait aussi un boom. On était à 80 millions sur les 4 et je crois qu'on en est à je sais plus combien. On était à 65. Je crois qu'on a plus de 80 millions. On a 200 millions. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Les add-ons, les extensions qui sont les mêmes quand même depuis le 2. Maxis et Yay, on vous voit à nous refourguer toujours les mêmes. Je sais, je les ai achetés sur les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4. Je crois que les Sims 4, je crois que dépenses à peu près 1000 balles. Je crois que j'étais à près de 1000 balles. Je pense que sur les 4, entre 2, 3, 4, je pense que j'ai largement dépassé ça. Tu cumules tout, ça va très vite. D'où la raison de passer en free-to-play, parce que finalement, tu vas ouvrir ça à une plus grande base de joueurs. Et les gens vont pouvoir mettre le plus dessous. Quand le jeu est gratuit, tu sais, t'achètes des extensions. Est-ce que justement, c'est pas aussi la limite? Et on parlait, alors je vais vous amener sur le terrain du projet René, le fameux, que tout le monde a cru longtemps que c'était un 5, alors qu'eux n'ont jamais dit qu'il y avait de 5, ce qui est vrai depuis des années. Moi j'ai pensé que c'était juste un outil de création. Donc comme ils adorent faire, c'est lancer un outil de création. Tu peux mettre tes propres textures, etc. sur les murs, plein de trucs comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut lancer un nouveau jeu des Sims quand en effet les gens depuis 11 ans jouent sur le 4, ont claqué une thune extraordinaire sur les extensions et se dire on repart à zéro et on vous remet destination voyage, animaux et compagnie. Non, parce qu'en plus ils l'ont dit expressément en fait. Mais est-ce que c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit nous on veut pas couper tout ça en fait. Pas pour une fois, parce que habituellement quand tu vois ce qu'ils font avec FIFA, etc. Chaque année ils te proposent le même jeu, c'est le même jeu. Les Sims 2, 3 et 4 ont montré que remettre les mêmes extensions, ça les arrêtait pas. Après ils ont peut-être pensé et pour FIFA et pour les Sims après bon ils ont vu ce que ça donnait de mettre un jeu de foot gratuit. Bon, c'est eFootball, on verra. Mais oui, pour Project René, en fait,
Moi, ça me déçoit, mais je suis un peu en mode, les gars, on peut passer à autre chose, quoi. On peut. Oui, mais le jeu, il tient la route. Sauf qu'en fait, je comprends, sur le plan financier, le truc il fonctionne, ça fait 11 piges, les gens ont dépensé énormément d'argent dedans. Il y a deux poids, deux mesures pour moi. Techniquement, si tu regardes le chiffre d'affaires d'IA, plus de la moitié, c'est des microtransactions, en fait. Donc, en fait, c'est logique. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Personnellement, c'est une très bonne idée. Moi aussi, j'attendais vraiment Project Runway, j'attendais les Sims 5. Une évolution, tu vois. Une évolution graphique surtout, parce que voilà, technique, c'est ça qu'on veut voir. Mais finalement, est-ce que les gens attendent ça ? Est-ce que les joueurs des Sims attendent ça ? Peut-être qu'ils ont juste envie de pérenniser leur jeu, qu'ils ont payé déjà suffisamment cher avec les DLC. La communauté a un poids très fort sur les Sims. Et on se dit même, c'est peut-être l'idée qu'il faudrait derrière pour EA, pour ces jeux de sport. Tu vois, limite d'avoir un jeu peut-être free-to-play de base, mais qui a un vrai bon titre, et avoir derrière, parce que aujourd'hui, tu joues à FIFA Ultimate Team, par exemple, tu es obligé de repayer tes cartes chaque année, et il y a des gens qui mettent des sommes colossales. C'est pas transposable. Et je pense pas que ce soit transposable sur les Sims, parce qu'effectivement, on a cette base de joueurs qui est tellement large, qui est tellement colossale, et la puissance de la communauté des Sims derrière. Les forums, les Sims, depuis la nuit des temps, sont extrêmement importants pour EA. Ils lisent beaucoup ce qui se passe. Ils repiquent les idées dessus. Moi, je piquais je piquais ceux qui construisaient les maisons, qui proposaient des trucs dans les Sims 2. Tu vas aller voir les forums, du coup. Tu vois, c'est. Mais est-ce que c'était pas plus important d'avoir enfin ce qu'on nous promet, le multijoueur, plus qu'un nouveau jeu? Et moi, je suis surpris que ce soit toujours pas arrivé. Enfin, techniquement, si. Alors, tu as raison dans le sens où on nous avait annoncé pour l'automne dernier que nous pouvions avoir un aperçu des nouveautés et que c'est complètement passé. Ça arrivera un jour, moi je pense. Ça va arriver, c'est juste que depuis le temps et tout, je me dis. Est-ce qu'il ne faudrait pas la concurrence ? On parlait. Est-ce que justement, parce que la concurrence depuis 25 ans, et on l'a dit dans cette émission même, elle n'existe pas. Elle essaye, mais elle vole en éclats. Live by You en a été un bon exemple du jeu fait par des anciens de Maxis et des Sims qui promettaient. Alors lui, pour le coup, toutes les extensions que vous avez payées, on vous les met dès le début. Voilà, il n'y a jamais eu de début du jeu qui a volé en éclats 15 jours avant sa sortie. Le plan technique, c'était pas. Et c'était pas fou. Pour être compliqué, il y a Inzoi qui a l'air d'être le plus sérieux. Conquer Access, qu'en penses ? Tout à fait. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai pas joué au jeu parce qu'apparemment, toi, je crois que vous y avez joué, peut-être vous l'avez déjà testé. Moi, j'y ai pas joué, mais ça m'impressionne au niveau des trailers en termes techniques. Je vois tous les éléments qui peut avoir cette open world aussi, parce que eux, par contre, pour le coup, j'ai l'impression que c'est très important. Il y a un côté GTA. Un côté GTA aussi un petit peu. Mais vraiment, je me dis, il va falloir un foudre de guerre pour le faire tourner. Là où la force justement des Sims, c'est que toutes les configurations tombent partout. Ça va tourner. Ça va. Quand tu rajoutes pas tous les DLC derrière. Donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va vraiment tenir toutes ces promesses ? Et puis les Sims, il y a quand même un espèce de chara design qui est très très propre, je trouve, à la production de Maxis. Et carrément, on a ce petit curseur vert qui finalement à lui tout seul détermine la chose. Le curseur vert est devenu tellement emblématique que je me dis, est-ce qu'on va pouvoir passer à côté ? Alors Inzoi, c'est impressionnant derrière, mais est-ce que quand on marqué quoi. Voilà, est-ce que c'est assez marqué ? Moi, j'ai eu un petit peu de mal sur ce côté assez marqué. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit côté assez générique sur la chose. Et en même temps, ça se rapprochait aussi beaucoup des Sims au niveau des animations, j'ai l'impression, des comportements, etc. On est carrément sur un copier-coller presque. Sur la création. Il n'y a que ce curseur qui manque, quoi. C'est vraiment. Et puis c'est fait de manière réaliste. Momo, est-ce que tu es comme moi, tu as des bémols sur Inzoi ou pas ? De toute façon, on a le même avis là-dessus. Tu sais, sur le plan technique, on l'avait essayé sur des machines de guerre. Très honnêtement, c'est pas stable. C'est pas stable. Après, on pourrait rétorquer que c'est en août et que ça prend du temps. Voilà. S'ils le lancent en early access fin mars, c'est qu'ils savent très bien, avec le terme early access, qu'ils pourront se prémunir de quelques soucis. Mais mis à part le plan technique où là, ça peut ramer, moi, depuis le départ, ce projet, il m'impressionne, en fait. C'est impressionnant, parce que c'est un outsider. On a déjà vu des outsiders débarquer, essayer de concurrencer des grosses franchises qui sont vautrées, qui sont cassées les dents, mais là, je trouve ça quand même assez pertinent. Les mecs ont la conscience, quand même, et c'est peu de le dire, de se pointer à la Gamescom avec un stand gigantesque, avec un chat géant sur le plafond et tout. Donc la confiance, ils sont à fond. Krafton soutient de fou le projet. C'est Krafton qui est derrière. Et aussi que, oui, sur le plan technique, c'est hyper important. Et le truc derrière qui m'a encore plus impressionné, c'est tout l'aspect IA. Il y a une vidéo qui est sortie il y a, je sais pas, 10 jours à peu près. Déjà, vous pouviez faire votre personnage et parler avec votre micro pour qu'il s'anime à l'écran. Déjà c'était flippant à fort. Ça pose des questions aussi, je trouve, par rapport à l'IA et par rapport à la gestion de données. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu peux recréer ton avatar à partir de photos qui existent déjà. Et surtout, NVIDIA Ace est implémenté dans le jeu. D'accord, et Ace, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une technologie d'intelligence artificielle de NVIDIA. D'interaction d'IA. Alors là, en fait, c'est-à-dire qu'en fonction... Donc à la fois des actions des autres PNJ, les autres PNJ vont réagir de façon intelligente. Ton personnage réagit pas de la même manière en fonction de ce qu'il a vécu dans la journée. Donc si t'as passé une mauvaise journée, il peut limite embrouiller un clochard, tu vois. Tu peux choisir toi de lui dire j'ai décidé qu'à partir de maintenant tu étais de mauvaise humeur. Et il sera de mauvaise humeur avec tous les persos. Et le soir, quand il rentre chez lui, la somme des actions de la journée va conditionner son humeur du lendemain.
Ça vous paraît pas un peu trop beau pour être vrai sur tous les PC, sur moi, toutes les bécanes, si c'était un système d'IA de base dans le jeu, j'aurais dit je demande à voir et j'y crois quasiment zéro. J'ai extrêmement confiance en Ace perso. Oui, mais ça marche pas avec toutes les cartes graphiques. Déjà, de base, ça ne marche pas avec toutes les cartes. Mais c'est un problème ça, parce que sur un jeu qui est censé concurrencer les Sims, il faut savoir que la restriction, c'est l'accessibilité. Mais moi, je suis plus sur le fond du jeu, c'est-à-dire que c'est pour faire vivre le quotidien de personnages coréens, et il va falloir aussi qu'ils s'adaptent au reste du marché. Et moi, ce qui m'avait assez frappé sur la création des personnages, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à faire tout type de personnages. Là où, en effet, le chara design des Sims, de fait, permet un peu tout. Messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Nous ne pourrons pas parler de ton Romancing Saga 2. Et donc, voilà. Et je vous encourage à aller écouter Conquerax, pour qu'il en parle. Je ne vous parlerai pas de Botany Manor, mais moi, j'aurai d'autres occasions de vous infliger ma balade bucolique. En tout cas, Conquerax, c'est un plaisir. Moi aussi. Tu reviens quand tu veux. Merci de m'avoir invité. Franchement, c'était génial. Sims ou pas Sims, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà. Momo, de toute façon. Toi, tu reviens, de toute façon. À la maison. Momo, il est à la maison. Je le maltraite quand je veux. Bah oui, c'est les aveux. C'est comme les Sims. Mais bon, l'échelle de la piscine. Voilà. Sinon, vous pouvez le retrouver dans sa piscine, c'est-à-dire Jeux Vidéo Magazine. Voilà. N'hésitez pas. Habituellement, et Conquerax sur ta chaîne, à toi aussi. Et puis nous, vous nous retrouvez en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play, et évidemment en podcast partout. Et on se dit à très très vite. Il y a plein de jeux qui arrivent. Donc on aura le temps de vous en parler aussi, notamment des monstres et plein d'autres choses. Allez, à très vite.